Bonsoir tout le monde, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver. N'hésitez pas à me dire si le volume est trop fort, pas assez fort. Enfin, vous connaissez la chanson, quoi. On va attendre un peu que tout le monde arrive pendant 2 ou 3 minutes. Et puis on va pouvoir commencer tranquillement. Ah, je suis trop contente de vous retrouver là. On n'a pas pu le faire la semaine dernière parce que j'étais malade, l'hiver, tout ça. Mais je suis trop contente là, ça y est, on est bien. Euh, Oh, pourquoi il y avait des bruits? Non, c'est moi, j'entends des bruits fantômes. Bref. Hop, alors, on va attendre 20h03, histoire que tout le monde arrive. Comme je vous l'ai dit, on va parler de... Bah, comme je vous l'ai dit, non, j'ai encore rien dit, mais pour ceux qui l'ont vu, on va parler de la guerre des boutons aujourd'hui. Parce que, en fait, comme vous le savez peut-être, j'ai été malade la semaine dernière. Et du coup, j'avais du temps à perdre parce que je pouvais pas trop faire de choses. Et j'ai regardé beaucoup de films, dont celui de la guerre des boutons qui date de 1962. Donc c'est la première adaptation de ce livre qui a fait date. Et en fait, en voyant ce film, j'ai eu envie justement de faire un live dessus. Donc l'occasion a fait le larron, comme on dit. Voilà. Donc, bon, on va encore attendre une petite minute, mais de toute façon, je pense que ça va arriver au fur et à mesure. Donc, déjà, est-ce que vous connaissez un peu la guerre des boutons? Est-ce que c'est une histoire avec laquelle vous êtes familier ou pas du tout? Parce que bon, c'est une histoire assez connue, hein. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un classique de la littérature? Peut-être. Donc c'est un roman qui a été écrit en 1912 par Louis Pergaud et donc qui raconte, c'est autobiographique. Euh, enfin, en tout cas pour le contexte large. L'histoire, en fait, c'est deux villages dans la même région qui dont les habitants ne peuvent pas s'entendre, et en particulier les enfants de ces villages. Donc on a d'un côté le village de Longeverne et de l'autre côté le village de Velleran. Donc dans le livre, c'est situé en Haute-Loire. Alors, j'ai pas vérifié si c'est des villages qui existaient vraiment. Je ne pense pas. Sinon, les pauvres habitants des villages en question, ils ont dû avoir les oreilles qui sifflent. Mais voilà. Et les habitants de ces villages, donc les enfants ne peuvent pas s'entendre. Et ils ont régulièrement des batailles entre eux. Ils se battent très régulièrement parce qu'ils peuvent pas s'entendre. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça reste des, des chamailleries d'enfants, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça que c'est attachant. Et pourquoi je disais que c'était autobiographique, c'est parce que l'auteur, Louis Pergaud, il a sous-titré ce livre Récit de ma 12e année. Donc on peut imaginer que... Bonsoir Sandrine, bonsoir. On peut imaginer donc que l'auteur Louis Pergaud s'est inspiré de sa vie pour écrire le destin de ses personnages. Donc, en parlant des personnages, donc on en a quelques-uns qui sortent du lot. En tant que lecteur, on suit les enfants de Longeverne et donc on en a quelques-uns qui sortent du lot. On a d'abord le Braque, qui est un peu la tête brûlée et le chef de la bande. C'est lui qui commande toutes les opérations contre les Vérans. Ensuite, on a Camus. Hop là. Camus. Après, on a les frères Gibus. On a le grand et le petit. Du coup, ça donne les surnoms de grand Gibus et petit Gibus.
Euh, Ensuite, il y a qui encore? Il y a Lacric qui est l'intello de la bande. Bonjour à la deuxième personne qui vient d'arriver. Lacric, donc l'intello de la bande. Après, un autre personnage important du côté des Longevernes, il y a aussi Bacaillé qui va être important pour la suite. Mais on a aussi des personnages importants du côté des Velrans, donc on va dire les méchants, parce que c'est plutôt les Longevernes qu'on suit tout au long de l'histoire. Et du côté des Velrans, donc on a l'Aztèque qui est leur chef, en fait l'équivalent de Lebrac. Euh, on a aussi Mig la Lune chez les Velrans. Euh, du côté des Vailrans, on n'a pas beaucoup de détails. On en a, on va dire, deux qui sortent du lot. Mais on se concentre surtout sur les Longevernes. Et donc, on suit ces gamins qui se chamaillent. Mais qui se chamaillent assez violemment, hein, parce qu'on est dans les années... Bah, c'est écrit en 1912. Donc voilà, c'était une époque différente dans le sens où les enfants, bah, ils avaient, on va dire qu'ils avaient pas de, ils étaient pas tendres entre eux, quoi. Et donc le principe de cette bataille hein, qui se livre à tous, c'est que donc ils se castagnent beaucoup. Et le problème, c'est que à l'époque, dès qu'ils se battent, forcément, ils risquent d'être punis par leurs parents. Oui, j'ai pas parlé aussi des personnages adultes, évidemment, hein, on en voit aussi dans cette histoire. Il y a le maître d'école de Longeverne, qui est à l'époque encore un ecclésiastique qui s'appelle le Père Simon. Et on a aussi donc les différents parents de nos protagonistes, et en particulier les parents de Lebrac qui sont importants parce que c'est le personnage principal en gros. Donc voilà. Et donc ces gamins, donc ils se battent entre eux, ils se, ils se jettent des pierres avec des frondes, tout ça. Et le soir, généralement, ils se font punir par leurs parents parce qu'ils reviennent avec leurs habits déchirés, etc. Enfin, vraiment débraillés parce que bah, forcément, ils ont fait leur guéguerre, quoi. Et du coup, en fait, c'est à Lebrac que ça va donner l'idée de, de se de se prémunir contre les punitions et aussi contre l'humiliation par rapport aux Velrans, c'est-à-dire que ils vont faire en sorte de se constituer un trésor de boutons, d'agrafes et de tout ce qu'il faut pour réparer leurs habits en fin de bataille. Donc voilà, ils vont avoir un certain avantage au Velran par rapport à ça, parce que, bon après encore une fois, la suite de l'histoire après nous prouvera que les Velrans vont trouver une parade, mais, euh, mais voilà. Et avant d'avoir l'idée de ce trésor de boutons, une autre idée importante que Lebrac va avoir qui va aussi contribuer à la célébrité de cette histoire et qui va donner des scènes marquantes dans les différentes adaptations, j'en parlerai tout à l'heure, c'est que à un moment, le Braque va avoir l'idée de faire combattre ses camarades complètement nus, hein, tenus d'Adam comme on dit. Voilà, donc ils vont y aller cul nu comme on dit. Et du coup, ça va prendre les Velrans par surprise et ça va occasionner une nouvelle victoire du côté des Longevernes. Donc voilà, on a cette histoire de gamins qui se détestent, mais on va dire dont les batailles restent, j'allais dire reste bon enfant, mais en fait pas tant que ça, parce que
justement, le, l'idée de ce livre, au-delà de présenter des gamins qui apprennent à être eux-mêmes, c'est aussi on va dire, un positionnement de l'auteur contre les conflits, contre la guerre, parce que on voit à la fin du roman que, que la violence ne sert à rien, enfin n'amène à rien de bon, parce que à la fin du roman, donc à un moment, le braque se fait vraiment corriger très très fort par son instituteur et ses parents. Donc à l'époque, hein, c'était pas simplement, on va dire, une engueulade, c'était vraiment de la violence physique. Et suite à ça, bah, le braque, il se rend compte que ça a des conséquences et qu'il ne peut pas toujours faire preuve de violence, même s'il est enfant, même si voilà. Mais il se rend compte aussi que le monde des adultes, et ben malheureusement, il, il prône une morale d'enfant sage, etc., de bien se tenir, mais, mais leurs parents, pour leur apprendre la discipline ou quoi, et ben eux aussi, ils ont recours à la violence. Et c'est pour ça que la dernière phrase du roman, ou l'une des dernières en tout cas, c'est, je crois que c'est le personnage de la crique qui l'a dit, enfin qui la prononce, c'est et dire que quand nous serons grands, on sera aussi bête qu'eux. Voilà, donc c'est ça la morale de ce livre. Donc après, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette histoire, si vous avez déjà lu le livre de votre côté, ou si on vous en a parlé, ou même si vous avez lu l'une des trois adaptations au cinéma qui ont été faites. Bah, j'en ai pris trois, mais évidemment, il y en a beaucoup plus que ça. Mais j'en ai choisi trois parce que on va dire, c'est les trois qui ont fait date dans l'histoire du cinéma. Donc, la première adaptation notoire, oui, lu le livre et vu les films. Ah, très bien, Sandrine. Et préférence pour le livre ou les films? Ou, égalité entre les deux, dans ce que tu aimes ou pas? Mais voilà, donc les films, le premier en date, en tout cas que j'ai choisi, il est sorti en 1962, donc beaucoup d'années après la sortie du roman. Il a été réalisé par Yves Robert, donc c'est encore un film en noir et blanc à l'époque. Euh, et donc ce film, donc c'est vraiment une adaptation, on va dire, très fidèle au roman, qui a quand même amené de la nouveauté et qui a quand même un côté culte. Parce que c'est ce film-là qui a amené la réplique dans la bouche du personnage de Petit Gibus, qui est devenu ensuite vraiment très célèbre et, et, euh, et à laquelle on rattache toute l'œuvre de Pergaud, même si dans le roman cette phrase n'existe pas. Alors, j'aime beaucoup le livre, et pour les films, ça dépend des adaptations. Bah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des adaptations. Après, plus ou moins réussies, on va en parler. Moi personnellement, les trois adaptations que j'ai choisies me plaisent, mais voilà, elles ont choisi chacune des angles des angles d'attaque, on va dire. Donc oui, cette réplique qui existe dans le film, mais pas dans le roman, mais qui a fait toute la célébrité de cette œuvre-là, je l'ai noté, je crois, dans mes publications Instagram quand je vous donnais envie d'aller voir ce live, c'était euh, si j'aurais su, j'aurais pas venu.
parce que bah, déjà ça, ça fait écho justement à un vocabulaire très enfantin, avec un peu d'argot. Mais cette phrase, donc, elle est propre au film d'Yves Robert qui a beaucoup marqué les esprits à l'époque de sa sortie. Dans ce film, donc, on a les principaux éléments du roman. Voilà, donc la mésentente entre les deux villages, les chefs, voilà, tous les gamins, quoi. Et il y a quand même une différence par rapport au roman, c'est que à la fin de ce film-là, euh, les deux, les deux chefs, donc le Braque et la Steak, finissent tous les deux dans... Je crois que c'est en pension, hein, ou dans... Oui, ça doit être en pension, vu l'époque. Donc ils finissent tous les deux en pension, dans le même dortoir. Et du coup, à la fin, justement, vu qu'ils se retrouvent tous les deux tout seuls dans cette pension, bah en fait, ils finissent par s'entendre. Ils deviennent les meilleurs copains. Et la phrase et dire que quand on sera grand, on sera aussi bête qu'eux, bah c'est le Braque qui la prononce, alors que dans le roman, c'est la Crique. Donc voilà. Alors voilà qui est fait une première adaptation, mais c'est l'adaptation qui a rendu le roman célèbre et qui lui a donné son côté culte. Euh, la deuxième adaptation, en fait, les deux adaptations suivantes, elles sont sorties la même année, donc 2011. Pourquoi? C'est parce que cette année-là, eh ben, euh, la, le roman de Louis Pergaud est tombé dans le domaine public à ce moment-là. Et du coup, il y a eu voilà, deux idées de films sur la guerre des boutons en même temps. Et du coup, en 2011, on a eu deux films La guerre des boutons qui sont sortis à une semaine d'intervalle l'un de l'autre. Oui, bah, ça arrive, hein. Et aucun des deux n'a voulu... Enfin, aucune des deux équipes n'a voulu se désister de son projet, donc voilà. Mais ça n'a pas empêché les deux films d'avoir un certain succès. Euh, donc les, les équipes sont différentes, évidemment, et le point de vue adopté par le réalisateur et la finalité ne sont pas les mêmes. Quoique, en fait, le point de vue qui a été adopté par ces deux films, c'est de faire une mise en abîme entre la, la guéguerre que se livrent les enfants et la remettre en parallèle avec des conflits plus importants de notre histoire. Par exemple, donc dans... Ah, hop là, un petit message. Bonjour. Alors, alors. Ah, une petite faute d'orthographe sur mon titre. Ah bon. Ah, mais c'est gentil. Bah écoute, merci beaucoup pour ton message. Une petite faute d'orthographe sur mon titre. Ah, attendez. Hop. Comment ça? Ah oui. Bon. Bah écoutez, hein, on, on fera comme si on n'avait pas vu, hein. Alors, regardez-vous. Ah oui, bah si c'est la faute de français, c'est normal. Ça vient de la gare des boutons. C'est normal. La, gue- la, la faute est normale. Mais c'est gentil de signaler, en tout cas. Euh, Ah, bah voilà, Sandrine est d'accord avec moi, voilà. C'est normal, c'est normal. Mais c'est gentil de signaler, en tout cas. Donc, dans ce premier film de 2011, je dis premier, mais ils sont sortis en même temps, comme je le disais. euh,
Donc, ces deux films, donc, ils mettent en parallèle la guerre des enfants avec une guerre des adultes, c'est-à-dire un conflit plus important. Donc, dans le premier film, la guerre est mise en parallèle avec la, la guerre d'Algérie qui a eu lieu, enfin, en tout cas, qui a touché beaucoup de Français entre, je crois, 1954 et 1962. Si je me trompe dans les dates, n'hésitez pas à me le dire. Mais je crois que c'est ça. Donc, dans ce film-là, donc, on a un parallèle entre la guerre des boutons et la guerre d'Algérie. Donc, dans ce film-là, donc c'est un film, voilà, de 2011, euh, qui a été fait par alors, je l'avais noté. C'est Yann Samuel, voilà, qui l'a réalisé, avec un bon casting quand même. On a Eric Elmosnino qui joue l'instituteur. Donc, Eric Elmosnino, on l'a vu pour la première fois au cinéma, notamment dans le biopic sur Serge Gainsbourg qui s'appelait Gainsbourg vie héroïque. Euh, Dans ce film, il y a aussi Mathilde Seigné qui joue la mère de Lebrac. Euh, Après, côté des enfants, j'ai pas l'impression qu'il y ait des enfants qu'on connaisse déjà. Après, je me trompe peut-être. Mais il y a aussi Bastien Bouillon dans ce film-là. Ça doit être un de ses premiers rôles. Donc, Bastien Bouillon, qui est ce monsieur? C'est celui qui joue le personnage de Fernand dans l'adaptation du Comte de Monte-Cristo de 2024. Voilà, donc c'est l'un de ses premiers rôles. Dans ce film-là, il a vraiment une tête de gringalet, mais on le reconnaît très bien et il joue très bien. Mais il y a aussi Fred Testo, je l'oublie totalement. Lui, il joue le rôle du curé. Donc voilà. Oui, parce que il y a d'un côté le professeur et d'un côté le curé. Alors que dans le livre, euh, enfin, c'est le curé qui fait le professeur. Mais voilà, dans les films modernes, on distingue les deux. Euh, et puis aussi dans ce film-là, il y a quand même Alain Chabat qui joue le rôle de l'instituteur des Vélerans cette fois. Et donc dans ce film, en fait, il a été axé, donc je vous le disais, sur la guerre d'Algérie. Donc on a plusieurs moments où le conflit, enfin, n'est pas montré évidemment, mais est, est suggéré à l'écran. À un moment, on montre aux enfants des images un peu, on va dire, j'allais dire de propagande, mais c'est peut-être un peu fort, mais on va dire c'est des images d'actualité qui concernent le, l'enrôlement des soldats français. Voilà, donc on leur montre ça voilà, dans le cadre de leur cours. Euh, et du point de vue du personnage de Lebrac, donc c'est sur lui que ça se concentre. Euh, on se concentre sur lui. En fait, c'est une version qui respecte un peu plus le côté où, à un moment de sa vie, le Braque se rend compte que cette guerre avec les Vélerans est un peu inutile et que voilà, tout a des conséquences. Voilà, donc c'est une adaptation qui respecte un peu mieux ça. Donc, voilà. Donc, dans ce film-là, le personnage de Lebrac voilà, est vraiment poussé par son instituteur qui est conscient de ses capacités à l'école et du coup, il le convainc de passer un concours pour entrer dans une grande école en ville parce que bah, donc, lui, il habite le village de Longeverne, mais il nous est dit qu'il va, euh, voilà, il va intégrer une école importante
dans la ville de Montauban pour faire des études et permettre à sa famille de vivre décemment parce que sinon, donc c'est lui qui a la charge de sa mère et de ses sœurs. Euh, donc voilà, c'est une adaptation qui est sympathique. Franchement, on passe un bon moment devant. Quoique, enfin, si, franchement, on passe un bon moment devant. Mais par moments, enfin, le sous-entendu de la guerre d'Algérie est un peu lourd. Voilà, à des moments, c'est un peu, enfin, c'est pas subtil, quoi. On va dire ça comme ça. Euh, mais après, ça manque de subtilité, mais sans non plus que ce soit vraiment gênant. Voilà, donc c'est vraiment un bon moment que je vous conseille si vous avez, on va dire, 2 heures à rien faire. Voilà, si comme moi, un jour, vous tombez malade et que du coup, vous devez vous reposer, et ben voilà, vous avez une idée de film à regarder. Donc pour ce qui concerne la deuxième adaptation, donc qui est sortie la même année, euh, là c'est une adaptation qui a été réalisée par Christophe Baratier. Qui est ce monsieur? C'est entre autres le réalisateur du film Les choristes. Je sais pas si, je pense que ça vous dit quelque chose. Et dans ce film, justement, il reprend une bonne partie du casting des choristes. Bah, quand je dis une bonne partie, on va dire qui confie 2 rôles importants à 2 acteurs qui étaient déjà dans les choristes. Euh, ce film aussi, il prend le parti de placer la guerre des enfants de Longeverne et Velleran euh, en parallèle d'un autre conflit, mais cette fois c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc ça se place en mars 1944, je crois. Donc vraiment en pleine occupation allemande. Euh, mais c'est pareil, on a plein de... Je vais pas dire des clins d'œil parce que c'est quand même... Enfin, c'est vraiment... Enfin, je vais pas dire que c'est anecdotique, mais ouais, les deux se passent en parallèle. Donc on a donc Christophe Baratier qui emploie notamment Gérard Jugnot, donc, qui jouait déjà dans Les choristes, qui jouait le rôle du surveillant qui faisait faire la chorale aux enfants. Mais dans ce cas précis, il joue le rôle du père de l'Aztèque. Voilà. Après, on a aussi Cadmerat qui joue le rôle du père de Lebrac cette fois. Après, côté casting, on a qui d'autre? On a Guillaume Canet qui joue le rôle de l'instituteur de Longeverne. Après, on a aussi Laetitia Casta qui joue. Bah alors, le film de Christophe Baratier prend un peu plus de liberté vis-à-vis du livre de Pergaud parce que en fait il se sert du parallèle entre la guerre et la Seconde Guerre mondiale pour inventer justement, enfin pour broder autour de ça et faire intervenir un personnage important qui va être celui de Violette. Donc Violette, qui est-ce que c'est? C'est en fait une jeune fille qui arrive au village de Longeverne et dont on va découvrir en fait qu'elle est cachée par je crois que c'est sa tante ou sa voisine, je ne sais plus. Non, je crois que c'est sa tante. Donc sa tante qui est jouée par Laetitia Casta et qui est la boulangère ou... Enfin bref, une commerçante du village euh, qui la cache parce que on apprend plus tard que ses parents ont disparu
ont disparu. Et voilà, donc elle a la charge de cette jeune fille. Et et aussi, il y a un autre personnage important dont j'ai pas parlé, mais qui rappelle aussi les choristes d'ailleurs. C'est alors, je ne sais plus. Oh, mince, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça me reviendra certainement. Sinon, je vous le mettrai au montage. Mais c'est un jeune acteur, oui, jeune acteur, qu'on avait vu aussi dans Les Choristes, qui jouait c'était le personnage du jeune garçon qui arrive à un moment et qui est assez perturbateur et qui cause l'incendie du pensionnat de fond de l'étang dans Les Choristes, qui s'appelle Mondain. Il est assez grand, roux, avec, on va dire, vraiment une tête à claque, hein. Il a vraiment une tête à claque, ce personnage. Et ben, il est de retour, ce personnage-là, dans la guerre des boutons, qui s'appelle d'ailleurs la nouvelle guerre des boutons, hein. Le titre a été un peu remanié, ça s'appelle la nouvelle guerre des boutons cette fois. Et donc dans cette version-là, il joue le rôle d'un agent milicien, je ne vais pas dire allemand parce qu'il ne l'est pas, mais voilà, c'est un milicien qui est chargé de, de récupérer les familles juives ou prétendues juives du village. Et du coup, ça va être lui un peu le méchant de cette histoire. Enfin, le méchant, on va dire, côté des adultes. Parce que donc on a donc toujours cette guéguerre entre les Vellerans, enfin les enfants Vellerans et les enfants Longevernes. Mais du coup, on va se rendre compte que cette guéguerre, elle va s'effacer euh, derrière, justement, on va dire, la guerre des adultes. Voilà. Parce qu'à un moment, donc, on a toujours cette opposition entre le braque et la steak. La steak, d'ailleurs, qui est jouée par Thomas Goldberg. Et Thomas Goldberg, si vous ne savez pas qui c'est, il a joué. Enfin, il joue d'ailleurs, je sais pas, il a joué. Il joue dans la série Les Vivants. C'est lui qui interprète le personnage de David. Donc voilà, si jamais. Vous savez, la série Les Vivants, je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps dans un réel, je crois. Et justement, l'acteur donc qui joue David, bah, c'est le même qui joue l'Aztèque dans ce film-là. Donc à cette époque-là, il a 14 ans, hein, donc, mais on le reconnaît quand même, hein, physiquement. Voilà, donc par rapport à ça, donc on a au début cette guéguerre entre les deux bandes d'enfants, mais à un moment, donc on voit que la guéguerre s'efface au profit euh, de, du grand conflit en soi. Parce qu'il y a aussi, quelque chose qui est mis en avant, c'est euh, l'opposition entre, dans un même village, des gens qui sont, on va dire, qui collaborent avec l'idéologie des voilà l'idéologie de la milice, hein, c'est-à-dire trouver les familles juives, etc. Et puis la dénonciation, hein. C'est le cas du personnage de Bakaye. Oui, j'en ai pas parlé de Bakaye, mais il est quand même important. Pardon, je me gratte l'œil, mais j'ai une poussière depuis tout à l'heure, ça m'embête. Mais bref, passons. Euh, donc, le personnage de Bakaye, il est important parce que à un moment, c'est aussi le cas dans le livre de Pergaud, à un moment, Bakaye, qui euh, en a assez des idées de Lebrac qui conduisent forcément à des punitions, décide d'aller parler à l'Aztèque. Et en fait, en gros, il trahit les Longevernes, quoi. Et du coup, donc, dans les différentes adaptations, on a cette trahison qui est mise en scène. Donc, dans la première adaptation, donc en 62, on a
les enfants de Langeverne qui se vengent sur Baccaillé, euh, qui le, qui le maltraite à un moment donné. Dans la deuxième adaptation, c'est pareil. Où- Ouais, c'est ça. Il le maltraite aussi dans la version de... Ah, je vais y arriver. De Yann Samuel. Et dans la version de Christophe Baratier, en fait, il le maltraite effectivement. Mais le rebondissement, c'est que lorsque l'instituteur des Longevernes se rend compte de ce qu'ils ont fait, il les oblige à aller chez Baccaillé s'excuser. Baccaillé qui est le fils du maire d'ailleurs, hein, le fils du maire de Langeverne. Et quand ils arrivent, donc, il- le milicien est déjà là. Et Baccaillé, de manière pas du tout subtile et pas du tout discrète, euh, dit ah, mais on a une nouvelle camarade à l'école, on ne sait pas très bien qui sont, euh, qui sont sa famille, où sont ses parents, et si ça se trouve, elle est juive. Voilà, donc il fait des sous-entendus voilà, qui mettent le personnage de Violette dans beaucoup d'ennuis. Et en fait, c'est là que les enfants de Longeverne vont décider de l'aider. Euh, et donc, ils, euh, ils décident de cacher Violette dans les bois à côté de chez eux. Et au moment où le braque emmène Violette, et ben en fait, la steak est là aussi, enfin, a entendu que Baccaillé a dit ça. Et il propose, comme il dit, de faire une trêve, le temps de cacher Violette de la milice. Donc on a voilà, une alliance qui se fait entre les deux. Euh, Comme je vous disais, donc on a le côté de Baccaillé avec avec ceux qui collaborent, mais on a aussi la présentation dans ce film-là du côté résistant, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale, qui a aussi beaucoup divisé la population française à l'époque. Euh, et donc, dans ce film-là, c'est le cas du père de Lebrac et aussi de l'instituteur. Donc, donc au début du film, le Braque, on voit que lui, il est le Braque fils, hein, j'entends. Il est vraiment contre les Allemands, contre l'occupation. À plusieurs moments d'ailleurs, il allume la radio de Londres et on entend ici Londres, les Français parlent au français. Enfin voilà, vous connaissez. Et au début, donc son père, on se dit juste, ah bah, il est sans opinion, voilà. Il manifeste même plutôt le fait d'être prudent vis-à-vis de ça, qu'il pourrait avoir des ennuis, etc., etc. Et un soir, pendant que le braque est censé dormir, en fait, il entend du bruit dans la cour de chez lui et il se rend compte qu'il y a des gens qui sont en fait des résistants et qui viennent chez lui, quoi, chez son père. Et on se rend compte que son père met tout en œuvre pour fournir des armes et du matériel pour que les résistants puissent saboter soit la progression de l'armée allemande, soit leur plan. C'est-à-dire que bah, on voit qu'il est intégré là-dedans. Et on comprend aussi que c'est le cas aussi de son instituteur parce que
juste avant que le Braque retourne se coucher quand il voit les résistants chez son père, eh bien, comment dire? Eh bien, euh, qu'est-ce que... Oui, pouh. Eh bien, il y a une autre personne qui vient chez lui, que son père appelle Pythagore, mais sans qu'on comprenne qui c'est. Et en fait, on se rend compte plus tard dans le film que Pythagore, eh ben, en fait, c'était son instituteur. Donc voilà, dans ce film-là, on a vraiment enfin, on a le parti pris justement de prendre la Seconde Guerre mondiale comme voilà, comme un prétexte pour réécrire un peu, enfin, pour faire coïncider l'histoire de la guerre des boutons avec l'histoire avec un grand H, hein. Mais c'est aussi une adaptation qui vaut le coup d'être vue, vraiment. Les acteurs jouent bien, l'histoire se tient. Voilà. Moi, personnellement, entre les trois, si je devais donner un préféré quand même, euh, ah, ça, je dirais quand même que c'est... oui, bon, je dirais quand même que c'est celle, euh, la- l'adaptation de Yann Samuel, donc celle qui prend place pendant la guerre d'Algérie. Mais ça ne veut pas dire que les autres adaptations ne méritent pas d'être vues, hein. C'est juste que chacune a des points de vue et des angles différents. Mais en fait, ça prend comme terreau de base la même histoire, c'est-à-dire la guerre des boutons et cette guerre entre deux bandes d'enfants qui ne peuvent pas se supporter. Euh, mais donc la morale finale, c'est que euh, c'est un, c'est un roman qui, sous couvert de parler d'enfantillage et de culottes courtes et de choses comme ça, c'est un roman qui est profondément opposé à la guerre et à la violence, euh, et, euh, et attaché aussi à ce que les enfants gardent leur part d'innocence et on va dire, leur air candide propre aux enfants. Voilà, donc après, après c'est sûr que c'est un roman donc écrit dans les années, donc en 1912. Le vocabulaire est assez, je veux pas dire que c'est compliqué parce que c'est pas le cas, mais euh, c'est pas écrit, il n'est pas écrit en français, enfin si, mais il y a beaucoup de langages issus de l'argot. Par exemple, pour dire quelque chose, et ben c'est marqué quelque chose. Ou voilà, on a beaucoup de raccourcis comme ça qui sont dérivés de la langue française, mais qui n'empêchent pas la compréhension générale, hein, évidemment. Et quelque chose qui est bien aussi dans les différentes adaptations, c'est que euh, les personnages, euh, même si, euh, même si on est censé un peu ne pas aimer, ne pas aimer les enfants de Velleran, eh ben, on est quand même attaché justement à tous ces enfants-là qui reproduisent un peu ce que font leurs parents. Voilà, la violence comme résultat et comme, voilà, comme seule solution. Mais justement, l'intérêt, c'est qu'à la fin, euh, on évolue quand on comprend que la violence n'est plus la réponse à n'importe quel conflit et n'importe quelle contrariété, on va dire. Voilà. Donc je sais pas si vous, de votre côté,
vous avez... ah si, Sandrine m'avait dit qu'elle l'avait lu tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est une histoire quand même qui est entrée, on va dire, dans le panthéon culturel français. Même si aujourd'hui, enfin, je sais même pas si ça paraîtrait désuet parce que euh, même si aujourd'hui les enfants ne se battent pas comme ça, et ben on retrouve quand même cette innocence, voilà, propre aux enfants, avec aussi des, des questionnements sur l'avenir et sur le fait de répéter aussi. Il y a un peu de déterminisme social là-dedans, c'est-à-dire grandir dans le milieu dans lequel on est né ou choisir justement de faire ses propres choix et d'avoir son propre destin, voilà, de, de jeunes garçons libres. D'ailleurs, oui, dans le roman de, dans le roman de Pergaud et dans les différentes adaptations, il y a des personnages féminins, mais en grande majorité, quand même, on a des garçons, hein. Les personnages principaux sont des garçons, mais on a quand même un oui, on va dire deux personnages de filles qui reviennent, c'est-à-dire c'est la sœur d'un des garçons. Bonjour à la personne qui est arrivée. Euh, c'est la sœur d'un des garçons qui s'appelle Marie. Et donc le jeune garçon dont elle est la sœur, il s'appelle Tintin. Donc du coup on l'appelle la Marie Tintin. Et dans l'histoire, elle est représentée comme étant l'amoureuse de Lebrac. Donc après, c'est l'amoureuse comme on a des amoureux à cet âge-là. C'est-à-dire, voilà, c'est mignon, quoi. Il lui offre des caramels, des choses comme ça. Mais ça va pas plus loin. Parce que bon, il faut pas oublier qu'on est en 1912, à l'époque de l'écriture. Et que donc, la place de la femme, voilà, c'était ce qu'elle était, quoi. Donc, bah, par exemple, c'est à elle qu'on demande de recoudre et de réparer les vêtements quand les garçons enfin, perdent leurs boutons lors de leur bataille. Bah, c'est à la Maritime qu'on demande de tout réparer. Mais bon, allez, on va mettre ça sur le compte de l'époque, évidemment. Il faut remettre tout dans son contexte. Dans les adaptations, je suis en train de réfléchir, mais dans l'adaptation de Yann Samuel, donc celle qui se passe... ça me pique le nez, c'est embêtant. Pardon. Euh, dans celle de Yann Samuel, donc celle qui se passe pendant la guerre d'Algérie, euh, on a... j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup... Ah, n'est-ce pas également une certaine forme de ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement scolaire? Bouh. Alors, le harcèlement scolaire, bah, après, pourquoi pas? C'est vrai, c'est vrai. Après, bon, dans la guerre des boutons, en tout cas, c'est pas prêt. Enfin, sachant que les Vellerans et les Longevernes ne sont pas dans la même école, c'est violence, humiliation. Bah oui, 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 forcément. Forcément qu'aujourd'hui on pourrait le mettre en parallèle avec ces sujets-là. Euh, mais encore une fois, à l'époque de Pergaud, on se posait pas toutes ces questions-là. En 1912, c'était plus allez à l'école et taisez-vous, quoi. Et obéissez à vos parents, et puis voilà, quoi. Euh, ils sont durs entre eux. Ah bah oui, 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 ça c'est sûr. Bah quand on voit le personnage de Baccaillé qui finit avec, je crois que c'est des coups de ceinture hein, qui lui mettent
dans le livre, mais aussi dans les différentes adaptations. Je crois que c'est des coups de ceinture qu'ils mettent. Donc, oui. Et c'est pareil aussi on va dire, les raclés que les parents donnent. Bah, c'est vraiment des coups. Hein, c'est pas. Bon, bien sûr, c'est pas montré, hein, mais voilà, on comprend très bien que voilà, c'est lié à cette époque de, de violence physique où on se posait pas tellement de questions sur la nocivité de la violence sur les enfants, évidemment. Mais c'est en lien avec l'époque d'écriture, hein, encore une fois. Euh, Bon, heureusement, dans les adaptations, c'est suggéré, mais voilà, on lise quand même le propos, hein, et heureusement. C'était une autre forme d'éducation. Oui, bah, c'est sûr. Bah, c'était une autre forme d'éducation qui, bah, disons que c'était soit on rentre dans le rang, soit bah, on se débrouille tout seul. Euh, C'était lié à une période, mais encore une fois, aujourd'hui, on a beaucoup évolué et encore, ça évoluera encore après. Par exemple, aujourd'hui, avec l'éducation qu'on appelle positive et qui, et qui permet d'éveiller un peu d'éveiller de plus en plus les consciences sur les droits de l'enfant, voilà, et comment faire en sorte que les enfants soient élevés dans les meilleures conditions possibles. Bon, encore une fois, personnellement, l'éducation positive, je connais pas très bien, mais en tout cas, de ce que j'en comprends, c'est euh, permettre aux enfants d'évoluer dans les meilleures conditions possibles et avec le moins de violence possible. Mais encore une fois, oui, à l'époque de Louis Pergaud, eh ben, on ne se posait pas toutes ces questions. Donc forcément, voilà, les coups de ceinture étaient légion à l'époque. Euh, mais, euh, mais voilà, une fois ceci remis dans son contexte, ça, ça n'empêche pas de vivre un bon moment à la lecture et au visionnage des différentes adaptations de cette histoire. Donc voilà, c'est une histoire agréable que je vous conseille de lire ou de découvrir si vous avez, voilà, si vous avez l'occasion, si vous ne l'avez jamais lu, ou même de leur lire, hein, parce que le roman fait quelque chose comme 180 pages, donc en vrai, ça se lit vite. C'est sympathique. Mais voilà, on a vraiment ce décalage un peu. Et puis, on a aussi un décalage par rapport à ce qui était appris à l'école, évidemment. Par exemple, dans l'adaptation de Baratier, on a ce qui était en vigueur à l'école en 44, parce que c'est là que c'est placé. On a une scène, par exemple, où les enfants chantent Maréchal, nous voilà avant d'avoir cours. Donc c'était une directive qui avait été donnée pendant l'occupation, donc pendant le régime de Vichy, pendant ce temps où le maréchal Pétain avait comment, capitulé. Et, euh, et donc, dans toutes les écoles, on demandait, enfin, les enfants étaient obligés de chanter cette chanson à la gloire du maréchal, voilà, chaque jour au début de leur journée. Donc, encore une fois, c'est voilà, c'est un film qui permet beaucoup de mise en abîme. Euh, Par exemple, dans l'adaptation de Yann Samuel, on a donc le personnage de Tintin qui revient, donc qui est joué par Bastien Bouillon, je vous en parlais tout à l'heure. Il est représenté comme étant un soldat qui revient en permission de la guerre
Et on comprend donc que c'était celui qui menait la guéguerre contre les Vellerans à la place de Lebrac avant lui. Et on se rend compte, lors d'une scène, on se rend compte que il est revenu en permission parce qu'il a été traumatisé par la mort d'un, d'un, d'un camarade, enfin d'un soldat qui était avec lui et qui se révèle être originaire du village de Velleran. Donc voilà, on a aussi, ça participe aussi au fait que le personnage de Lebrac à la fin du film, eh ben, il ait plus cette envie justement de, euh, de perpétuer cette guéguerre entre Longevern et Velleran. Mais voilà, encore une fois, c'est une manière de mettre tout ça en contexte. Mais ça n'empêche pas de passer un bon moment, que ce soit devant les films ou avec le livre. Euh, Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du coup, euh, j'espère que j'espère que le calendrier de l'Avent culturel vous plaît. À chaque fois, je me décarcasse pour essayer de vous trouver euh, des, des œuvres un peu euh, qui, qui sortent un peu de l'ordinaire et qui pourraient vous donner envie. J'espère que pour l'instant c'est réussi. Mais en tout cas, voilà, je voulais en profiter pour vous remercier aussi de vos différents retours. Bon, là, on est le 10 décembre, donc on a encore quelques jours devant nous. Euh, je vais pas reprendre les contenus sur Instagram tout de suite parce que j'aimerais bien arriver à les faire. Oui, top le calendrier là. Merci Sandrine. Euh, je vais pas revenir sur Instagram tout de suite parce que j'aimerais bien réussir à faire les contenus avec un peu d'avance. Donc en ce moment, c'est ce sur quoi je travaille. Voilà, donc essayer de faire les réels avec un peu d'avance pour pas courir à chaque fois et pouvoir aussi vous proposer des, des choses de qualité. Hein, évidemment, je préfère faire moins de choses mais de meilleure qualité euh, plutôt que plutôt que vous bombarder de contenu à la qualité, on va dire, bof. Voilà. Donc du coup, voilà. Par contre, bah, évidemment, pour la fin de l'année, je ne sais pas encore comment ça va se goupiller, les choses. Mais tout ce que enfin, ce que je sais en tout cas, c'est que pour la semaine de Noël et du Nouvel An, mais enfin, je suppose que vous vous y attendiez, mais il n'y aura pas de live cette semaine-là parce que bah, je veux profiter des fêtes en famille, etc. Bah, comme vous, quoi. Voilà, à boire, manger, tout plein de choses, quoi. Et puis voilà, on va revenir tranquillement. Voilà, on va continuer les lives. Là, on est le 10, donc je vérifie. Bah, il y aura un live le 17 parce que voilà. Mais du coup, je pense, mais c'est même sûr, qu'il n'y aura pas de live ni le 24 décembre, ni le 31. Et peut-être le 7 janvier, si je suis remise de la fête. Voilà, donc dites-vous qu'il y a donc un live le 17 décembre, pas de live entre le 24 et le 31, et puis voilà, un- et puis reprise des lives le 7 janvier. Voilà, donc écoutez, on arrive à 20h59. Donc bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remercie d'être venu à ce live. C'était bien sympathique. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine donc pour un prochain live. Voilà. Au revoir à tous.